Voilà, merci beaucoup de votre fidélité à la chaîne du professionnalisme et de l'excellence. CML 13 Télévision accorde un nouveau numéro avec des invités sur ces plateaux. Ça devient une coutume où chaque samedi à 16h, on parle de l'actualité politique en République démocratique du Congo avec des journalistes, analystes politiques. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du discours qui était d'ailleurs très attendu, le discours, l'adresse du chef de l'État devant le Congrès. Les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce samedi. Le président de la République a parlé de tout. Il a touché toutes les couches de la vie humaine, de la population. Il a parlé de questions liées à la sécurité. Il a également parlé des élections. Le chef de l'État a fait mention de l'agression rwandaise. Il a aussi parlé de l'état de siège. C'est autour de toutes ces questions qu'on va revenir avec nos invités sur ces plateaux. Mais avant de toucher à ces questions, je voudrais rappeler que hier, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, il était accompagné bien sûr du ministre des Droits humains, Fabrice Pouela. Ils ont publié le livre blanc. Et dans ce livre blanc, il est condensé toutes les preuves d'agression rwandaise, donc les preuves irréfutables, il faut le dire, condensées dans ces documents, objet de faire pression, n'est-ce pas, à l'Occident, dénoncer l'indifférence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise, mais aussi réclamer réparation des victimes. Comme vous le savez, l'enquête préliminaire de la MONUSCO et le bureau conjoint des Nations Unies ont fait état de 132 morts, mais du côté du gouvernement congolais, on parle de plus de 350 morts à Kichiché, donc de morts causées essentiellement par les éléments du M23 soutenus avec un armement lourd de la part du Rwanda, notre voisin. Et donc, on va parler de toutes ces questions analysées avec les invités qui sont sur ce plateau. Il s'appelle Israël Toumba. Excusez-moi pour... j'allais vous appeler par un autre nom. Il s'appelle Israël Toumba. Il y a beaucoup d'Israël, mais vous êtes Israël Toumba. Bienvenue. Vous êtes à votre première participation à Congo Presse, une émission réservée aux journalistes pour l'analyse des questions liées à la République démocratique du Congo. Bonjour Francis, bonjour, merci d'abord de l'invitation, merci aussi à CML Télévision qui a rehaussé de sa bonne volonté de nous recevoir sur ce plateau. Je rappelle bien sûr, je suis Ben Israël Ntoumba, je suis journaliste reporter sur Bossolo Télévision du groupe de presse Bossolo Napolitique. Donc c'est pour moi un honneur aujourd'hui d'être dans cette émission et surtout pour qu'on débatte des questions qui touchent à la vie de notre peuple, qui touchent aussi à la vie de notre nation, mais pourquoi pas aussi de milliers de Congolais, surtout ceux qui nous regardent du côté de l'Est, où notre pays est sujet à d'agression, cette agression qui n'est pas cachée aujourd'hui, qui est celle imposée par notre voisin, vous l'avez dit tout à l'heure, Rwanda, avec à la tête Paul Kagame, l'Hitler que nous avons actuellement en Afrique centrale. Donc c'est pour moi un honneur aujourd'hui de pouvoir analyser avec vous toutes ces questions ainsi que d'autres invités pour que l'on voie dans quelle mesure du possible notre pays pourrait être dépêché ou enlevé dans cette atmosphère que nous vivons actuellement, parce qu'il faut dire déjà que nous ne vivons pas actuellement comme il se devait en tant que de Congolais. Donc on n'a pas cette quiétude qu'il fallait et que nous avons toujours clamé, ce que nous avons toujours voulu. Nous vivons dans une situation qui nous met mal à l'aise au point que quand vous dormez, vous vous réveillez, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain, surtout pour nos frères qui vivent actuellement à l'est de la RDC.
Merci beaucoup, Ben Israël Toumba. Comment va ton homonyme, le DG de Bossolo? Oui, il se porte à merveille. Il se porte à merveille. C'est aussi l'occasion de... Toujours taquin avec le beau-frère du chef de l'État. Bon, écoutez... On va pas revenir sur ça. Il va bien. Il va très bien. Il se porte à merveille. D'ailleurs, je venais de me séparer avec lui il n'y a pas 5 minutes. Donc, il va très bien. Et déjà, ce soir, peut-être pour ceux qui ont l'habitude de le suivre, il y a une émission, conférence qui va animer tout à l'heure là. Merci beaucoup. Alors, François Lokola, ça va? Oui, ça va. Ça fait quand même temps que vous ne participez plus à cette émission. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, mais merci beaucoup François et Francis de m'avoir invité. Je ne peux venir ici que sur invitation. Ah, étant donné que... Vous me renvoyez la balle. Exactement, parce que on ne peut pas venir chez quelqu'un sans être invité. Donc, nous sommes là pour aider le peuple à comprendre, faire des analyses scientifiques pour permettre à l'opinion tant nationale qu'internationale de comprendre ce qui se passe en RDC. Donc, je ne peux pas refuser une invitation qui vient de votre part, parce que si je refuse, c'est comme si je refusais à servir mon pays. Et si c'est temps, je ne venais pas, non seulement j'attendais votre invitation, mais aussi, vous savez que nous sommes toujours à la recherche en tant que journaliste, mais aussi en tant que chercheur, pour ne pas parler d'un enseignant, parce que je ne viens pas ici faire ma publicité. Vous voyez? Donc, je suis là. Je me porte à merveille. Je suis au rythme du pays. Merci. Et je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment-ci. Merci beaucoup, François Lokola. Merci pour votre participation à cette émission. Je crois qu'on va commencer avec le discours Ben Israël Toumba. Je commence par vous. Vous avez suivi tout à l'heure Félix Tshisekedi était face aux élus du peuple. Il a fait un discours magistral de près de 2 heures du temps devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Il a parlé il a abordé la question électorale, et exactement par rapport à cette question, le chef de l'État a estimé que le gouvernement congolais reste déterminé à organiser les élections, et je vous parachute en lisant cet extrait de son discours. Le président dit: il est fondamental de pouvoir se mobiliser pour que les prochaines élections se tiennent dans les délais constitutionnels, et donc l'année 2023 sera essentiellement électorale. Est-ce que Tshisekedi le dit parce qu'il doit le dire? Est-ce que par rapport à la composition actuelle, vous avez suivi qu'il y a un malaise à la CENI, mais le président de la République, lui, il confirme devant les élus nationaux et sénateurs que l'année 2023, cette année qu'on va entrer d'ici quelques jours, sera une année essentiellement électorale. Votre appréciation par rapport à cette déclaration? Merci beaucoup pour la question. Je m'en vais d'abord saluer le discours du chef de l'État. Parce que, premièrement, c'est un discours, comme tu l'as bien souligné, magistral, mais également aussi un discours qui a touché à tous les plans de la vie sociale, économique, sociétale, environnementale. Donc, le chef de l'État, en bref, a ramassé tout dans son discours devant les congrès, qui est aussi une exigence constitutionnelle, parce que là, il faut le relever. Ce n'est pas que le chef de l'État est venu présenter sa santé devant les congrès réunis. Surtout qu'il va bien, visiblement. Oui, visiblement, il va bien, mais il est venu rendre compte à la nation, qui est une exigence constitutionnelle, ce que la Constitution prévoit, que le chef de l'État doit, parce qu'il est obligé, d'après la Constitution, de se tenir devant les congrès et faire un discours sur l'état de la nation. Et de ce côté, j'ai salué ces discours. J'ai salué ces discours, pourquoi? Lorsque vous suivez les discours du chef de l'État du début jusqu'à la fin, partons
dans cet aspect où nous commençons d'abord son discours à débiter dans un contexte purement sécuritaire. On va parler même de la sécurité parce qu'il en a fait mention. Mais parce que nous sommes encore au niveau électoral où le chef de l'État promet déjà que l'année 2023, ça sera une année électorale. Vous vous en doutez si parfois le chef de l'État qui prend la parole en ce moment, il rassure aux deux chambres réunies en congrès qu'il y aura bel et bien l'élection en 2023, mais en attendant il y a un malaise au sein au niveau de la CENI. Mais à moins qu'il y ait preuve contraire, mais moi je ne pense pas qu'il y a malaise au sein de la CENI, loin de moi de me situer comme avocat de la CENI, ou que ce soit de Madame Seya ou de Monsieur Kadima qui est patronne actuellement la CENI, mais je me dis en tant que Congolais, en tant qu'analyste, je ne vois aucun malaise parce que peut-être vous faites référence à cette lettre que Madame Seya a adressée au président de la commission électorale nationale. Pas seulement cette lettre-là, parce que je vous relance, avant que Madame Seya, rapporteur de la CENI, l'écrive au président qui est Denis Kadima. D'abord, on a accusé Denis Kadima de prendre des décisions unilatérales sans faire part à la plénière de la CENI. Et donc, lui, il fait ces choses à la maison, il les ramène et il fait bouffer tout le monde. Vous savez, il faut comprendre que nous sommes dans un contexte où, au Congo et surtout en RDC, plus précisément à Kinshasa, nous avons la catégorie de personnes qu'on appelle le monsieur je sais tout. À Kinshasa, quelqu'un peut connaître même ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Représente-toi. On les appelle des nyosolo. Tu es marié, père ou pas, tu as ta propre famille que tu dois nourrir, mais il y a un monsieur nyosologue quelque part qui est en mesure de connaître même ce qui t'est arrivé la nuit alors que tu dormais avec ta propre femme. Donc il faut comprendre, c'est ça l'attitude des Congolais. Et surtout, je parle des Congolais qui, au-delà de tout, n'ont pas le temps de réfléchir, mais qui se mettent la longueur de journée. Tout leur travail, c'est tout simplement de faire des critiques, de dire qu'est-ce que celui-ci a dit. Donc, c'est une affaire interne de la CENI que nous ne pouvons même pas nous mêler là-bas. Mais parce que c'est déjà sorti, parce que les gens en disent. Mais à mon niveau. Il n'y a pas d'affaire interne à la CENI parce que le fonctionnement de la CENI intéresse. La CENI organise des élections pour des Congolais. Et donc, en tant que Congolais, vous ne pouvez pas. Justement, Francis, mais je ne refuse pas. La CENI, c'est un organe technique qui organise les élections pour les Congolais. C'est vrai que ça nous intéresse tout en tant que des Congolais. Mais au niveau interne de la CENI, vous n'allez pas me dire que partout, même ici, à Semel, là où tu travailles, vous avez des affaires ici au niveau interne qui ne nous intéressent pas nous autres. Je suis venu par exemple répondre à une invitation d'un confrère pour débattre d'une autre question, mais je viens ici, il y a des affaires internes au sein de la maison Semel et c'est maintenant l'occasion pour moi de prendre ça, colporter ça. Je trouve que c'est pas important. Alors, ce qui peut nous intéresser plus, c'est de voir l'organisation des élections. Le président Tshisekedi, dans son discours, assure. J'ai aimé, quelque part, lorsque le président dit que cette année, l'année 2023, sera une année électorale, et il dit que ça sera pour la première fois que le cycle électoral sera respecté, parce que pour la première fois au moins, on aura les élections locales. Est-ce que c'est pas des paroles en l'air par rapport au contexte actuel où l'Est de la RDC est presque pris en otage par le M23 soutenu par le Rwanda? Vous savez, Francis, si on va se mettre dans ces contextes-là, nous risquons de quitter de l'essentiel. Parce que je me rappelle bien, si vous voyez bien même les contextes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui d'agression rwandaise, vous avez suivi M. Paul Kagame, le président rwandais. Lorsqu'il accuse le président Tshisekedi à Kinshasa, il dit le président Tshisekedi veut contextualiser la situation actuelle de l'Est de son pays comme un coup franc pour ne pas organiser les élections. Il se met même dans les affaires internes de la RDC qui ne les concernent pas. Comme d'autant aussi de Congolais qui se mêlent dans les affaires de la CENI qui ne les concernent pas, mais qui ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, nous ne pouvons pas prendre. Tout ce qui est à la CENI concerne les Congolais. Oui, tout ce qui est à la CENI qui concerne les Congolais, ce sont les élections. Nous, en tant que Congolais, parce que moi, je ne me substitue pas, je suis Congolais.
Et donc, j'attends aussi les Même élections. la dictature au niveau de la CENI concerne aussi les Congolais. Quand on accuse, je ne le dis pas, mais quand on accuse le président de prendre des décisions sans consulter, sans associer les autres, est-ce que ça ne peut pas concerner les Congolais? Est-ce que vous avez des preuves qui démontrent que le président, il prend des décisions sans pour autant concerter les autres? Ce sont les choses qui se disent. Les gens peuvent dire, mais si on appelle ceux-là qui accusent le président Kadima, je les ai dit déjà tout au début que je ne suis pas ici comme avocat de la CENI. Mais je me dis, c'est lui-là qui dit par exemple que le président Kadima prend des décisions sans consulter les autres, il prend des décisions lui seul. Est-ce qu'ils ont des preuves? Je pense bien que si on amenait une telle ou une telle personne peut-être devant la justice, il manquera de preuves. Parce que vous savez, devant la justice, on a besoin que de preuves. Mais je reviens pour dire à l'affirmation donnée par le président de la République. Ce qui m'a plus intéressé, c'est plus l'organisation des élections locales. Vous savez, depuis que nous avons commencé le premier cycle électoral en la République démocratique du Congo en 2006, parce que là, il faut le relever, le premier cycle a commencé en 2006. Nous n'avons jamais eu les élections locales. Quand je parle des élections locales, je vois le bourgmestre, je vois les chefs de rue, les chefs d'avenue, qui constitutionnellement devraient être élus. Mais depuis le premier cycle électoral avec l'ancien président Malou de mémoire, et puis le deuxième cycle électoral avec monsieur... le fait les noms va échapper avant que Corneille Nangaa ne prenne. C'était Ngoï Mulunda, voilà. Ngoï Mulunda qui nous avait encore promis à l'époque qu'on devrait avoir les élections locales. On ne l'a pas eu. Mais on l'a aussi rassuré, comme Tshisekedi le rassure aujourd'hui. Mais ça n'a toujours pas eu lieu. Mais au moins, je me rends compte qu'à l'époque, l'ancien président Kabila ne l'avait pas assuré. Non. Mais cette fois-ci, non, je parle des élections locales. Je parle des élections locales. Du moins, à l'époque de M. Ngoï Mulunda, à l'époque de M. Malou, le président Kabila à l'époque n'avait pas assuré, n'avait pas affirmé. Même Nanga qui est parti récemment a assuré qu'on aurait. Mais là, vous parlez des présidents des institutions électorales. Mais moi, je parle du président de la République aujourd'hui qui a affirmé haut et fort. Parce que là, vous m'avez posé la question. Le président Tshisekedi a assuré, rassuré le Parlement réuni en congrès aujourd'hui qu'il y aura bel et bien les élections en 2023. Alors, on se pose des questions avec tout ce qu'il y a, tout ce qui s'est dit en bas. Est-ce que réellement il y aura les élections? Voilà moi ce qui m'intéresse. Je vous ai dit, au moins pour la première fois, peut-être, nous aurons à voir les élections locales qui ne s'est jamais organisées dans notre pays. Depuis que les élections ont commencé, nous n'avons jamais élu les chefs de rue. Nous n'avons jamais élu les bourgmestres. Aujourd'hui, les actuels bourgmestres, qu'on vient d'ailleurs de démettre il y a peu par le président Tshisekedi, que je salue, parce que ce qui est vrai, nous sommes restés avec ces bourgmestres pendant autant des années. Il n'y avait pas de changement. Il faut saluer aussi le courage du président Tshisekedi. Et maintenant, le fait, il paraît qu'ils ne veulent même pas laisser le véhicule de service. Oui, mais bon, partir avec le véhicule. Écoutez, j'ai été en tant que journaliste été invité. J'ai eu à m'entretenir avec certains de ces bourgmestres qui disait que le véhicule était acheté à titre personnel. C'était une promesse qui était faite par l'ancien gouverneur André Kimbuta. Bon, ça, personnellement, je ne sais pas ce que... on peut faire. Cadeau comme palissade, comme tout le reste. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, que c'était des cadeaux leur promis par l'ancien gouverneur André Kimbuta, qui les avait promis de véhicules là. Mais je m'étonne si c'était des cadeaux qui était donné, mais pourquoi avoir mis la mention gouvernorat de province? Pourquoi avoir mis la mention du pays? Parce que lorsqu'on a mis là, on a parlé de la dotation. Il y a même le logo de l'hôtel de ville. Voilà. Dans des véhicules personnels. Voilà. On met le logo de l'hôtel de ville. C'est là que je m'étonne, je me pose la question, si c'était une dotation personnelle du gouverneur André Kimbuta à l'époque, pourquoi alors on a mis les mentions officielles?
Alors. Là, c'est aussi une question, mais je pense que ce n'était pas une dotation personnelle. À mon humble avis, je trouve que c'était des véhicules qui étaient donnés pour le service, parce que vous savez, les institutions sont des institutions. Ils doivent aussi quand même avoir les moyens de déplacement, le véhicule. C'est tout à fait logique. Nous avons des députés aujourd'hui qui ont des palissades. Est-ce qu'ils vont dire que c'est une dotation du président de la République à titre personnel, ou on va parler d'une institution, président de la République, qui a accordé ce véhicule-là aux députés nationaux? Merci. On vous garde. Je reviens à vous, François-Noël Lokola. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est plus que rassurant, pendant que la situation sécuritaire à l'Est reste pendante, préoccupante. Alors, comment vous trouvez les assurances qui ont été données par le chef de l'État par rapport au contexte actuel? Merci beaucoup, Francis. Je voudrais d'abord commencer par saluer ce discours du président de la République, qui est une exigence constitutionnelle, parce que s'il ne le faisait pas, moi depuis au début du mois de décembre, je me posais la question, parce qu'il n'y avait pas de rumeur sur la tenue de ce discours. Je disais, si le président ne tenait pas un discours sur l'état de la nation, ça serait une violation de l'article 77 de la Constitution. Et devant le Congrès, le président, il y a ce qu'on appelle le discours sur l'état de la nation. Le discours sur l'état de la nation, c'est pour venir dire à la population ce que vous avez fait pendant un temps, tout au long de l'année 2022, et ce que vous comptez faire pour l'année 2023. C'est pas un discours bilan, ça? C'est ce qu'on appelle un discours bilan. Voilà. C'est Patrick Charudeau qui le dit dans son ouvrage intitulé « Face au public ». Le président prononce un discours. Donc, le président Tshisekedi, partout à travers le monde, il y a, selon les dispositions constitutionnelles de tous les États, le président prend la parole devant le Congrès pour dresser un discours. C'est ce que je peux appeler ici le discours bilan. Et dans le discours bilan, il y a ce qu'on appelle assurance politique. Parce que moi, je me rappelle de mon professeur Alexis Mikaï. Tout le monde qui est passé par l'IFASIC peut-être va le connaître. Il me parlait dans son cours de sciences politiques les inputs et les outputs. Les inputs, ce sont les demandes introduites par le peuple auprès des décideurs. Les décideurs ici sont les présidents, ce sont les chambres du Parlement et tout ça. Et le gouvernement. Et le gouvernement. Et les outputs, ce sont les décisions que ces gens-là vont prendre pour répondre aux demandes de la population. Donc, l'exercice que nous avons connu aujourd'hui du président de la République, il est à son 4e discours sur l'état de la nation. 4e. Ça veut dire depuis qu'il a eu le pouvoir, c'est pour la 4e fois qu'il parle devant le Congrès. Donc, je peux parler aujourd'hui de son avant-dernier discours sur l'état de la nation. Parce qu'en 2023, son avant-dernier discours sur le premier quinquennat. Parce que moi, je ne veux pas ici être prophète s'il sera réélu ou s'il sera battu par l'un de ses challengers. Parce que je ne pense pas que nous aurons un candidat unique à la présidence. Donc, ce qui est vrai que le président Tshisekedi aura des adversaires. Donc, il est à son avant-dernier discours sur l'état de la nation avant 2023. Son avant-dernier discours. Bon, exactement. Le premier quinquennat. Est-ce que le président de la République parle des élections? Il rassure. Oui, cher ami. Le président ne peut que se rassurer. Rassurer l'organisation des élections. Parce que s'il n'y a pas élection en 2023, ça serait un échec. S'il n'y a pas élection en 2023, ça serait un échec pour le premier quinquennat
du président Félix. Moi, je reviens dans l'aspect sémio-contextuel de ce discours. Parce que ce discours c'était dans un contexte particulier. Contexte lié à l'insécurité grandissante à l'est de notre pays. Malgré que cette insécurité n'a pas commencé avec l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi, mais la version prise ces derniers temps dans cette insécurité laisse à désirer. Pourquoi? Parce que le rebelle est en train de prendre de l'ascendance sur l'armée régulière. Parce que ça fait plus de 3 mois, je parle de plus de 3 mois, que les rebelles ont pris une partie de notre pays et ils font la loi là-bas. On a décrié récemment des massacres à Kishish. Exactement, ça fait partie. Et moi je trouve que cette situation ne devrait pas se limiter seulement au niveau des discours. Nous devons passer aux actes pour permettre à notre armée à déloger ces rebelles. Donc le discours d'aujourd'hui, c'est une exigence constitutionnelle à laquelle le président de la République a répondu. Et on ne peut que saluer parce que ça relève du respect de la Constitution. Alors prenons le cas, par exemple, un élément là où le président dit qu'il dénonce justement l'agression rwandaise. Qu'est-ce que le président aurait dû dire aux parlementaires à la place de dénoncer justement l'agression rwandaise? Est-ce que le président aurait dû présenter ce qui est déjà fait par rapport à cette agression? Merci beaucoup. Moi, en tant que spécialiste des questions de communication, parce que je fais des recherches en communication, je trouve que sur cette question, il y a eu des sorties médiatiques abondantes du président de la République. Voilà. En moins de 3 mois, le président de la République va s'adresser à la nation 3 fois. Nous avons vécu la première fois qu'il s'est adressé à la nation, il y a récemment, au mois d'octobre. Le président s'est adressé à la nation aujourd'hui et il y aura un discours de fin d'année. Ce qu'on appelle présentation de vœux à la nation. Ça c'est fait, ça c'est traditionnel. Il y a deux sorties médiatiques traditionnelles que le président va faire. Il y a encore une autre sortie médiatique spéciale que vous avez vécue il y a peu, où il s'est adressé à la nation en appelant à la mobilisation générale contre l'agression. Ce sont moi je trouve que aujourd'hui, le cabinet du président de la République donne beaucoup plus de l'importance. Il est encore dans de ce que nous appelons la théorie de la toute-puissance des médias. On pense que faire sortir ou bien donner beaucoup plus de la parole au président de la République pour s'adresser à la nation, c'est le rendre populaire, plus proche de la population. Malgré que nous avons une théorie qui dit que la médiatisation de la vie politique est importante, mais attention, le président ici n'est plus quelqu'un qui cherche le pouvoir. C'est quelqu'un qui est au pouvoir, et qui gère. Il exerce le pouvoir. Exercer le pouvoir ici ne veut plus dire que vous devez à tout moment chercher la popularité. La popularité ici s'obtient à partir des actions que vous posez, qui devraient quand même... Mais quel est le mal que le président rende compte à la population de ce qu'il est en train de faire? Non, écoutez, il y a mal à ça. Vous avez des discours traditionnels du président. La Constitution est bien détaillée. Vous avez, à la veille de l'indépendance de notre pays, le président devrait parler pour rendre compte pendant les 6 ans qu'il vient de finir.
Vous avez le discours sur l'état de la nation, ce que nous avons connu aujourd'hui, c'est le bilan annuel. Vous avez le vœu. Alors, par rapport à ce bilan, comment vous avez trouvé les aspects qui ont été évoqués par le président de la République? Par exemple, lorsque le président vous dit que notre économie va mieux maintenant par rapport aux années précédentes, est-ce que le président a-t-il menti? Bon, mentir, non. Le président ne peut pas mentir. C'est ce que les gens doivent savoir. Mais la réalité de ce que le président de la République évoque sont visibles dans le vécu quotidien de notre peuple. Alors justement, par rapport à ce vécu quotidien, je vous rappelle que en 2015, j'ai quitté chez moi à Tchangou pour venir à Yessé. Ça, ce sont des indicateurs. Je vous donne les indicateurs. Allez-y. 500 francs. On va prendre Ben. 500 francs de transport. 2015. 2016, on a mis à 1000 francs. Aujourd'hui, je suis encore à Tchangou. Pour que je quitte Tchangou, arriver à Yessé, il me faut au moins 3000 francs. Si je vais arriver à temps. Donc, de ce point de vue, le président... Est-ce que notre économie évolue ou bien il y a une régression? Non, mais nous avons un budget évolué à 15,8 milliards. C'est aussi des effets positifs qui rentrent dans les actifs de Félix Tshisekedi. Est-ce que l'augmentation du budget, est-ce que parce qu'on a augmenté le budget à 14 milliards, c'est 15,8 milliards de dollars. Ouais. Est-ce que ce qui fait que la vie aussi doit augmenter? La vie devrait être chère parce qu'on a augmenté le budget. Et donc, d'après vous, on ne sent pas dans les quotidiens congolais? Ce n'est pas d'après moi. Je vous donne les éléments. Ce n'est pas d'après moi. Il ne faut pas m'attribuer des choses qui sont visibles. Francis. Il ne faut pas m'attribuer. Moi, je suis encore un piéton. Allez-y, comme ça, vous allez chuter par là. Je reviens encore à un autre aspect. J'ai fait une analyse sémio-contextuelle du discours. Je vois les lieux où le président de la République a tenu son discours. Au palais du peuple, là où il y a des députés. Les représentants du peuple. Mais curieusement, Francis, je ne critique pas l'UDPS. C'est parti présidentiel. Ah. Vous avez des choses à dire par rapport... Non, mais qu'est-ce que l'hymne national l'hymne, je ne parle pas de l'hymne national, l'hymne du parti de l'UDPS est parti faire là-bas. Vous voyez là où on est en train de mener le pays. Vous pensez que c'est tout privé? Non, oui. Les partis politiques sont des relèves, ce sont des entités privées. Ça n'a rien à voir avec la nation. Le président Tshisekedi n'est plus le président de l'UDPS. Au lendemain de son élection comme président de la République, il a été remplacé directement par une autre président de l'UDPS parce que c'est une entité privée. Il devient le symbole de l'unité nationale. C'est parmi les fonctions du président de la République. Le symbole de l'unité nationale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... on ne peut pas avoir un groupe privé qui peut dire non, le président c'est notre président. C'est le président de tous les Congolais. Et j'en appelle au protocole d'État de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce genre je parle d'un incident. Ce genre d'incident ne peut plus se reproduire. Parce que sinon, est-ce que les gens vont nous respecter? Israël Toumba, vous avez suivi tout à l'heure mon ami François Lokola qui donnait justement des indicateurs par rapport au discours considéré comme un bilan du chef de l'État. Il n'a pas voulu aller dans une sorte de... Je n'ai pas repris tous les éléments. Vous avez encore tout le temps. Il est allé justement donner un indice par rapport justement au transport, aux moyens de transport,
des 500 000 aujourd'hui, il faut 3 000 pour quitter Tchango. Ce sont des choses palpables sur le panier de la ménagère, l'évolution par rapport à ce que le président a dit, que notre économie allait mieux. Mais dans les paniers de la ménagère, on ne ressent pas, selon les indices que François vient de donner. Écoutez, j'étais un peu éclairé là quelque part lorsque François parlait, qu'il a parlé du discours bilan du chef de l'État, raisonnement par là. Le président n'a pas fait un discours bilan. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Adressé à la nation dans un contexte purement sécuritaire. Soyez patient. Le président Tshisekedi, c'est une notion scientifique. Je ne suis pas contre le président. Il faut respecter les gens. Même moi personnellement aussi, les Congos, c'est une émission de discipline. Justement. Quand vous étiez en train de parler, lui il a gardé silence. J'aimerais qu'on soit élégant dans ce sens. Oui, exactement. Permettez-moi. Attendez, vous aurez le temps de réagir. Vous risquez de me faire perdre. Allez-y. Parlez. Le président de la République aujourd'hui n'a pas fait un discours bilan. Lorsqu'il a voulu commencer à étaler point par point pour faire, selon lui, le bilan que le président aurait fait aujourd'hui, vous avez trouvé qu'il est allé dans des indicateurs, mais par conséquent, il n'a pas touché tous les indicateurs. Attendez un peu. C'est pour vous faire comprendre que le président aujourd'hui... J'avais voulu dire des choses. Oui. Le président dit, sur la qualité des décisions de justice, je suis d'une part sur le renforcement de la sanction et contre les magistrats véreux. Ouais. Justement, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique que le président le dise, parce que c'est vrai. Nous l'avons suivi ici d'ailleurs. Il y a eu en un certain temps où il y a 2 magistrats même qui ont été nommés à l'époque de M. Kabila. Alors, parce que vous ne voulez pas d'un discours bilan. Voilà encore un élément. Le président dit, notre programme avec le FMI témoigne de notre bonne volonté à œuvrer pour la bonne gouvernance. Mais écoutez, il faut contextualiser. Ici, le président est en train de revenir sur ce qui a marché. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous comprenez. Non, mais c'est ce que je dis. Ici, il faut contextualiser les discours du président à ces jours. Oui. Ce n'est pas un discours proprement bilan que le président a présenté. Mais il s'est tenu pour s'exprimer devant la nation dans les contextes sécuritaires où nous nous trouvons actuellement, où le pays est agressé. Je viens d'abord par rapport à ce que les collègues viennent de dire tout à l'heure concernant l'adresse du chef de l'État. Est-ce que il faut mettre un organigramme pour demander au chef de l'État, tu dois t'adresser aujourd'hui, pas demain, après-demain oui, tel jour non, non, c'est pas le président s'exprime au besoin. Le président s'exprime quand? C'est une question. Et les téléspectateurs doivent le retenir. Le président de la République s'exprime tout le temps que le besoin se présente. Et surtout, dans cette période où nous nous trouvons, agressés par le Rwanda, le président a plein droit. C'est une obligation constitutionnelle. Vous allez noter ça et vous allez réagir à la nation pour expliquer la situation. Je me rappelle bien Francis à l'époque. Lorsque le président Kabila, à un certain temps, le président Kabila ne parlait pas. Vous savez ce qui s'était passé et ce qui s'est chuchoté dans l'opinion publique. On donne à tout le monde l'occasion. On avait donné à tout le monde l'occasion de pouvoir dire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le président de la République ne s'exprimait pas. Et pourtant, il y a eu d'autres qui, déjà jalonnés, disaient, bon, est-il malade? A-t-il voyagé? Y a-t-il un problème à la présidence? Personne ne pouvait le savoir. Mais lorsque le président Kabila à l'époque a pris la parole et qu'il s'est adressé à la nation, c'est alors que tout le monde a compris l'importance de la communication. Ici, je voulais relever une chose. Le président peut communiquer à tout le temps, à tout moment que le besoin se présente. Mais et surtout, il faut reconnaître que c'est un discours bilan. Par exemple, lorsque le président dit qu'avant son arrivée au pouvoir, la gratuité de l'enseignement n'avait jamais été effective. Et pendant qu'il est là, des réalisations à plusieurs niveaux deviennent de plus en plus mais il faut comprendre que le président fait un exercice constitutionnel. Il est quand même devant le Parlement. Quand vous revenez, il est devant le Parlement. Voilà. Mais il est en train de rendre compte. Bien sûr, il doit rendre compte, mais ce n'est pas classiquement un discours bilan. Ça, c'est à mon humble avis.
C'est pas classiquement un discours bilan parce que dès l'entame de son discours, il dit « Je me tiens devant vous, devant ce congrès, dans un contexte sécuritaire, avant de prendre cette parole. » Donc c'est pour dire que même si nous pouvons aujourd'hui dire, au travers de ce qu'il a dressé, même s'il a pris d'autres aspects, mais l'aspect sécuritaire, c'est l'aspect le plus important dans ces discours qu'on peut peut-être analyser ou qu'on peut voir. Alors, l'ami a parlé tout à l'heure par rapport au transport. Vous voyez, en 2015, on quittait Tchango, on payait 500 francs pour se rendre au centre-ville. Actuellement, c'est devenu 1000, 2000, 3000. Bon, même s'il faut parler de 4000, ce sont les chiffres. Je voudrais d'abord vous préciser. Ce ne sont pas les chiffres, c'est ce qui se paye. Mais justement, non, on va y arriver. Il faut d'abord se mettre dans la peau et comprendre. En 2015, d'abord, on avait quel budget dans ce pays? C'est ça d'abord la première des questions. On avait quel budget? Donc quand le budget augmente, attendez, vous n'avez pas la parole, monsieur. Vous n'avez pas la parole. Quel est le budget qu'on avait en 2015 comparativement à 2022 que nous sommes actuellement? Depuis toutes ces années de M. Kabila au pouvoir, on avait les budgets n'nageaient qu'à 4 milliards. Mais il faut saluer quand même le courage. Il faut quand même saluer les gouvernements. Alors François, la question de François était de savoir est-ce qu'il y a au récent dans le vie quotidien, dans le vécu quotidien plutôt des Congolais, l'augmentation de ce budget, et ce budget reste dans une classe, haute classe, et par rapport aux Congolais qui vivent, ceux qui achètent encore le pain au coin de l'avenue, qu'est-ce qu'ils ressentent de ces budgets? Vous allez leur expliquer quoi? Mais écoutez, c'est ce que j'étais en train de dire. Nous n'avions pas les budgets 2015, le budget qu'on avait dans ce pays, et les budgets que nous avons aujourd'hui. Il y a un décalage total. Pour te faire comprendre que à un certain temps, il faut que la vie s'adapte. Qu'ils me disent aux réalités sur le terrain. Est-ce que François aujourd'hui peut clamer au effort et me dire tel qu'il est assis là, la veste qu'il porte là, maintenant là, en 2015, à quel prix revenait cette veste? Et aujourd'hui nous sommes en 2022, cette veste revient à quel prix? Donc la vie est appelée à s'adapter selon les années. Que les choses sont en 2015. D'abord, il faut revenir dans le contexte de Kinshasa, où notre peuple, à l'époque, en 2015, ici à Kinshasa, on comptait combien de personnes ici vivant à Kinshasa. Après 2015, il y a eu des gens qui ont quitté des provinces, qui sont venus ici s'installer dans la capitale. Pour, entre parenthèses, l'insécurité. Parce qu'il n'y avait pas d'emploi. Il y a d'autres qui sont venus se rechercher ici dans la capitale. La démographie a aussi augmenté. Tous ces aspects-là ramènent à un certain temps à ce que la vie puisse augmenter. Je vous donne un aspect. En 2015, une maison parfois qui s'est payée à 50 $. Mais par le fait que en 2015, on n'avait pas une population ou une popularité qu'on a actuellement en 2022. Allez-vous me dire que la maison qui s'est payée en 2015, lorsqu'on avait une population parfois de 15 000 personnes, et qu'aujourd'hui, nous sommes à 200 quelques mille de personnes, les maisons là devraient toujours continuer à être payées à 50 $? Je ne pense pas. C'est ce qui arrive dans la vie quotidienne. C'est pour vous dire que la vie aussi de la population est appelée à s'adapter selon le contexte du pays. Alors, et lorsque... allez-y pour chiter. Pour chiter, je voulais prendre François lorsqu'il parle de l'hymne du parti de PES dans un lieu officiel public. Bon, je ne suis pas aussi de ceux qui acceptent ce genre de choses, parce que personnellement aussi, je me suis posé la question de savoir pourquoi tout le temps. Ce n'est pas pour la première fois. Lorsque le président de la République, qui est le symbole de l'unité nationale, prend parole devant les congrès ou à l'Assemblée nationale, on voit toujours les militants de l'UDPS envahir l'Assemblée nationale, et après l'hymne national, ils les entonnent l'hymne de l'UDPS. Est-ce qu'on a deux pays? On a des nations avec des hymnes nationaux? Je ne comprends pas moi aussi. Mais
je me pose aussi la question, ça c'est une réflexion que je fais. Allez. Est-ce que c'est mauvais aussi que cet hymne soit chanté? Ça c'est une réflexion que je me pose. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis, Francis? Pourquoi je le dis, Francis? Ouais. Vous savez, depuis que nous avons vécu ici dans notre pays, en dehors du président Mobutu, le président Kabila Mouzi, vous pouvez me dire le parti politique du président Mouzi Kabila? PRP. Qui n'était pas connu. Et lorsqu'il est devenu président de la République, il n'est pas sorti du PRP que tu me parles là. Le président Kabila, il a fait 3 mandats. Vous allez me dire, il sortait de quel parti politique? Non, il sait pas. Bon, président Kabila. Tout le monde savait qu'il était 2 mandats. Non, je pose la question. Je dis, Kabila a fait 2 mandats, il a aussi usurpé à un autre mandat. Quelle usurpation? Oh, il a fait 3 mandats. Kabila, bien sûr. Non, ça a été expliqué. Moi, je reviens. Non, je me pose la question. Est-ce que Kabila, le président Kabila, sortait d'un parti politique? J'ai dit non. Il s'est présenté comme indépendant. Il s'est présenté toujours comme indépendant. Mais aujourd'hui, ça c'est une réflexion que j'ai faite. Je prends aussi à témoin ceux que nous suivent. Aujourd'hui que nous avons au moins, je dis bien au moins, un président qui est sorti d'un parti politique connu, au moins. Est-ce que ça serait une erreur? Est-ce que ça serait une faute pour son parti politique de se sentir quand même à l'aise lorsqu'il voit que l'un d'entre eux est désormais appelé président de la République? C'est d'imposer l'hymne du parti dans un lieu officiel. C'est ce que je dis. Personnellement, je n'encourage pas. Mais je me pose la question, c'est une réflexion. Parce qu'on l'a vu aussi, Francis, peut-être pour chiter, on l'a vu avec Ramaphosa en Afrique du Sud. On chantait aussi l'hymne du parti. Je me rappelle avoir suivi les discours de Ramaphosa en Afrique du Sud, les militants de son parti. Alors qu'il venait de terminer les discours, les militants de son parti ont commencé à entonner leur hymne national devant les caméras, devant le Parlement. Mais je ne sais pas si les Sud-Africains aussi avaient condamné cela. Alors, pour que cela soit pour nous aujourd'hui un tabou, pour que cela soit condamné. C'est un point de vue. Je me dis, comme nous n'avons jamais eu le président sortant d'un parti politique et qu'aujourd'hui, on a quand même un président qui sort de l'UDPS très bien connu, je ne vois pas le mal qui serait lorsque les gens de l'UDPS, ces militants, peuvent quand même se sentir à l'aise de voir l'un d'entre eux qui était militant, mais aujourd'hui devenu président de la République, qui représente toute une nation, qui devient symbole de la nation. Merci beaucoup, Ben Israël Toumba. François, le militant de l'UDPS ont-ils tout faux de chanter l'hymne du parti en des endroits publics où le chef de l'État se présente? Vous gardez le micro et je vous donne une réflexion. C'est le discours du chef de l'État. Le Félix Tshisekedi félicite la production législative remarquable des élus, de parlementaires, députés nationaux, sénateurs. Merci beaucoup, Francis. Je ne veux pas entrer dans une analyse du militantisme. Non. Du militantisme. Je ne suis pas militant de l'UDPS. Je ne le serai même pas. Ben, vous aurez le temps. Et je ne suis pas là en train de faire une analyse. Vous aurez le temps. Soyons élégants sur ce plateau. Il peut retirer cela parce que personnellement, je ne vais pas entrer dans une analyse du militantisme des gens de l'UDPS. Je ne vous ai pas dit, je n'ai pas dit que vous êtes quelqu'un de l'UDPS. Je ne l'ai pas dit. Allez-y, François. À moins que tu l'affirmes seul. Le chef de l'État félicite quand même la production. Mais par le discours, on peut comprendre de qui vous êtes. Non. Bon, je ne suis pas de l'UDPS. Je ne dis pas que vous êtes de l'UDPS. Je suis un militant. J'invite les journalistes. Ce plateau est réservé aux journalistes. Justement. Allez-y. Merci beaucoup. Bon, je ne vais pas entrer dans est-ce que l'hymne national, l'hymne du parti de l'UDPS devrait être chanté. Non. Dans un pays normal. Lui a dit que devant on a chanté parti ANC a chanté son hymne devant des caméras. Ça c'est caméra peut-être dehors, mais à l'intérieur, lorsqu'on finit à chanter l'hymne national,
l'hymne national, il est observable que la cérémonie devrait commencer. On ne peut pas avoir des militants à l'intérieur. Les militants peuvent rester là dehors. C'est parce qu'ils sont militants qu'ils doivent rester dehors. Non, est-ce que le Parlement, je ne pense pas que la salle du Congrès du Parlement est réservée aux militants. Oh, c'est pour les députés. Mais allez-y, vous comprenez? allez. Oui. Mais c'est pas ça, vous allez me dire, que les députés, les 500 députés qui constituent aujourd'hui l'Assemblée nationale, on invite. ne sont pas des militants, ne viennent pas des partis politiques. Je dis bien, il y a des gens qu'on invite. Je ne dis pas que lorsque le président de la République parle, écoutez, cher ami, ce sont des notions que nous, peut-être, nous sommes en train d'ignorer, mais qui coûtent cher sur le plan international en ce qui concerne la diffusion de notre... Moi, je me pose d'abord la question, à quoi cela fait mal? À quoi cela vous fait mal? Si le militant de l'UDPS, par exemple, si le militant de l'UDPS... Cela fait mal du fait que c'est l'image de mon pays qui a mal vendu, d'après vous. Ok, allez-y. Revenez. Merci beaucoup. Je reviens au discours du président. Je reviens sur ce que Israël vient de dire. Non, le président ne fait pas le discours bilan. Non, cher ami. Peut-être c'est la notion qui peut... Bon, je ne dis pas que ça vous échappe. Quand on parle de l'état de la nation, État, tu vas faire les check-up. Nazo que nous avons l'état à santé dans l'Aïe. Ça veut dire que tu vas savoir ce qui se passe sur le plan sanitaire, dans ton corps. Le président parle de ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui sera fait. C'est ça l'état de la nation. C'est ça l'état de la nation. Et c'est constitutionnel. Et voilà pourquoi ce discours ne fait l'objet d'aucun débat au Parlement. Ça veut dire que quand le président finit à parler, on termine la cérémonie et chacun de vous devrait analyser de sa manière. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, quand vous me dites que non, ce n'est pas un discours bilan, allez lire la communication politique des élus. Vous allez comprendre c'est quoi un discours politique. Moi, je ne veux pas revenir sur ce que j'avais déjà, sur ce que j'avais fait comme recherche pour prendre ma licence. J'avais fait une analyse sémio-contextuelle du discours du président de la République sur l'état de la nation 2014. C'était ça mon sujet de mémoire. Et j'ai compris l'importance de ce discours ici. C'est un discours où le président de la République dit ce qu'il a fait, ce qu'il a trouvé, ce qu'il a fait. Et c'est pour ça il a dit avant son arrivée, voilà gratuité de l'enseignement n'était pas effective. Et quand il est arrivé au pouvoir, voilà la gratuité va devenir effective. Vous venez de dire que le président a assuré qu'il y aura des élections locales. Cher ami, vous trouvez si les élections locales s'organisent, c'est le respect de la Constitution. Il n'y a pas de cadeau à faire à Tshisekedi là-dessus. Non, écoutez, quand vous me dites non, c'est pour la première fois dans notre histoire que les élections locales s'organisent. Mais là, peut-être, bon, je ne parle pas d'une ignorance de notre histoire politique. Rappelez-vous, Kassavubu, il a été élu comment? Il n'était pas député, c'était un bourgmestre. Avant 1960. Il y a eu organisation des élections locales. C'est ce qui a amené que Kassavubu soit élu bourgmestre. Je ne sais pas si... bon, peut-être c'est moi qui ignore l'histoire. Vous comprenez? Donc, et non, l'aspect n'est pas seulement d'organiser. Mais comment ces élections vont être organisées? Comment ces élections vont être organisées? Non, mais nous espérons tous des élections transparentes, apaisées, démocratiques. Si vous regardez très bien, M. Francis, nous avons une cartographie électorale qui n'est pas très bien connue. Même avec les députés. Même avec les députés. La répartition des sièges pose encore problème. La répartition des sièges pose encore problème. Même avec les élections législatives nationales. Mais c'est comme ça qu'ils font des tours chez Kadima pour s'imprégner de la situation. Oui. Ces députés. Voilà pourquoi nous disons,
s'il y aura organisation des élections locales, ça serait un aspect pour respecter la constitution de notre pays. C'est cette constitution qui a amené le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Donc, moi, en ce qui concerne ce discours, je trouve que le président, ce qui est vrai qu'il ne peut vanter, il ne peut que vanter ce qu'il a fait, ce qui est normal. Mais avant de vanter ce que vous avez fait, il fallait nous dire ce que vous avez trouvé, ce que vous avez fait et ce que vous comptez faire. Alors, un petit commentaire par rapport à ces félicitations adressées aux parlementaires par rapport à les productions. Vous avez production une idée législative. Quelle est la loi? Je dis bien, c'est une réflexion. Quelle est la loi qui a été votée au Parlement et qui a donné des solutions à l'eau, à l'électricité, moyens de transport, le problème d'embouteillage, que nous pouvons applaudir à ce point. Il y a la loi de la programmation militaire qui a été présentée, je crois, par le gouvernement. Bon, je ne sais pas. Oui, si, l'aspect sécuritaire, c'est bien. Mais si vous avez 3 problèmes, bon, si vous avez 5 problèmes, vous votez une loi. Est-ce que vous avez un bilan positif? Donc, d'après ce que vous voulez dire, que le président ne peut pas féliciter les parlementaires au regard du travail qui sont en train de... Il y a plusieurs conseils des ministres. Il y a plusieurs conseils des ministres qui ont évoqué le problème d'embouteillage à Kinshasa. Nous sommes au mois de décembre. Moi, au contraire, je ne sais pas. Ça me fait peur quand je quitte chez moi pour arriver en ville. Comment je vais rentrer aujourd'hui? Le problème d'embouteillage. Les problèmes de l'électricité. Ça fait une semaine chez moi, je n'ai pas d'électricité. Quelle est une production législative qui a été faite pour que cette situation soit résolue? Vous me parlez de l'augmentation de la population à Kinshasa. Cher ami, peut-être les gens ne comprennent pas l'importance des autorités que nous élisons. Le président de la République a vendu auprès de la population une vision. Et le peuple lui a donné confiance en disant non, si ce que vous nous dites est vrai, nous vous donnons notre mandat. Il y a ce qu'on appelle l'exode rural. Quelle est la politique gouvernementale pour lutter contre l'exode rural? Parce qu'aujourd'hui, dans nos villages, les jeunes sont en train de finir. Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un qui est en train de se balader, ou bien il se plie à Kinshasa sans toutefois faire quelque chose, si vous lui dites de rentrer en Bujimaï, bon, ou bien chez moi à Lodja, pour ne pas créer seulement de problèmes, chez moi à Lodja, il va te dire non, n'a besoin de le susciter. Non, mais non pour le Nîmes. Tu dis non. Alors qu'à Kinshasa, il ne fait rien. Vous comprenez? Donc, nous devons non seulement prendre comme aspect, non, il y a augmentation de la population, mais nous devons toucher les causes. Pourquoi il y a augmentation de la population dans la ville? Ben Israël Toumba, il faut toucher les causes et non prendre les effets. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Vous avez la parole pour non seulement répliquer à ce que François Noël Lokola a dit, mais aussi faire un commentaire sur l'appréciation, le président qui jette de fleurs aux parlementaires par rapport à leur travail. Est-ce que François dit que ces parlementaires n'ont pas tellement travaillé pour résoudre des questions élémentaires et fondamentales? Vous savez, Francis, il faut être honnête pour les dire tout haut, que nos parlementaires, les députés qui nous suivent, les députés que nous avons élus, que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale pour nous représenter, par rapport à leur mission constitutionnelle, parce que les députés légiférer et faire les contrôles. Il a la mission de légiférer, il a la mission de contrôler le gouvernement. Si on peut entrer dans l'aspect légiféré,
Exactement. Ils ont travaillé. N'ont pas travaillé comme il se devait. Donc ici, parce que le président a présenté des félicitations. Je ne veux pas je ne veux pas dire que le président a présenté les félicitations vaines. Bon, c'est d'après lui, le président. Est-ce que c'est pas une façon de flatter le député? C'est aussi une question que je me pose parce qu'il faudra le comprendre. Nous sommes déjà à une période préélectorale. Parce que déjà, quand on sait que le rôle d'un député, c'est de légiférer et contrôler l'exécutif national. Mais lorsque on me dit aujourd'hui, si nous pouvons entrer dans les problèmes vraiment sociétals, combien de questions de la société ont été résolues par les députés au travers leur mission de légiférer. Depuis que Mbosso est là. Depuis que le président Mbosso est là, quelles sont les actions parlementaires palpables que les députés nous ont présentées durant tous ces quinquennats? Je me dis, je ne peux pas dire. Peut-être s'il faut leur donner des pourcentages, sur 10%, ils peuvent avoir peut-être 2. Parce que tout ce qu'ils se sont fait, ou tout ce qu'ils ont fait pendant tous ces quinquennats, c'est de s'acheter des parcelles, d'avoir les 21 000 $. Ils sont dans des copes, dans des cours. C'est de s'adonner, de s'accaparer des carrés miniers. C'est aujourd'hui de se faire des papas sociales. C'est aujourd'hui avoir des voyages à l'étranger tout le temps. Et c'est aujourd'hui de se faire des santé médiatiques. En tout cas, c'est ça ce que les députés ont fait durant tous ces quinquennats. Nous avons eu ici autant de lois que j'appelle même des lois populistes. Je ne vais pas les citer parce que si je vais les citer ici, je crois que les autres vont déjà se donner l'image. Il s'agit de telles. Les lois ont été proposées, mais des lois populistes pour tout simplement s'attirer de la sympathie pour ceux qui ne comprennent pas bien la marche de la République. Mais au finish, vous trouvez que ceux qui ont été préparés, ces lois-là n'ont jamais même été débattues, n'ont jamais été même acceptées, et on en est aujourd'hui déjà vers la fin du mandat. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que actuellement, si vous allez voir dans plusieurs médias, ce sont ces députés-là qui commencent à passer, à faire aveugler, question d'attirer l'attention de la question population. D'attirer l'attention de la population. Ils vous fabriquent des forages. Ils commencent à faire des petits ponts. Ils vous font des marches. Ils organisent des marches. Une petite question de parenthèse, Israël. Oui. Nous avons des députés qui étaient d'abord journalistes avant de devenir députés. Ils sont au nombre de, je crois, si je ne m'abuse pas, 4. Qui parmi ces 4 peut revenir à la prochaine législature? Vous n'avez pas voulu leur citer les noms, mais moi je peux citer les mais noms. Oui, je connais. Il y a Christelle Mvanga, il y a Daniel Safou, nous avons Eliezer Tamboué. Nous avons aussi Molière, s'il faut l'ajouter. Il y a Papa Molière Nembalemba qui est là. Ouais. Pour ne citer peut-être que les 4 qu'on connaît. Pour ne citer que les 4 là pour la ville de Kinshasa. Mais on se pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu une loi ici de la dépénalisation de délits de presse. Ça a été débattu. Tu es journaliste? Rien du tout. Aujourd'hui, c'est les 5 ans qui coulent comme ça, alors que nous avons envoyé les journalistes pour aller plaider nos causes. Aujourd'hui, où en est-on? Avec ces lois-là, rien du tout. Je ne veux pas entrer à l'intérieur. Nous avons même le ministre de la Communication qui est un chevalier de la plume. Ministre Patrick Mouillaya, qui est sorti d'un média d'ailleurs privé pour aujourd'hui être nommé ministre de la Communication. D'abord député. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que député? Rien du tout. Ça, on ne peut pas se voiler la face. Donc, quand tu me poses la question, parmi tous ces journalistes que nous avons élus, qui vous donnait la chance de revenir en 2023? Je vous dis, personne n'a la chance de revenir en 2023. Je cite bien Madame Christelle Mvanga. Selon moi, ne peut pas revenir. Non, mais on la voit dans des conférences et à tout moment sur les gens, les droits humains. C'est ça la mission qu'on l'avait donnée? C'est ça la mission qu'on l'avait confiée? Pour aller au Parlement? Présidente de la commission de droits humains. Mais c'est la question qu'on se pose. Elle était journaliste. On l'a vu ici, ses discours, avant qu'elle ne soit au Parlement. C'est qu'elle promettait aux journalistes. Est-ce que c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'a empêché de le faire? Point d'interrogation. On a Papa Molière,
qui, selon moi, c'est mon avis, je ne le vois pas revenir en 2023. À moins qu'il y ait des magies. Je ne vois pas honorable Eliezer Ntambwe revenir en 2023. À moins qu'il y ait des magies. Surtout sur le plan sur l'aspect des journalistes qui ont compté, parce que je me rappelle bien dans plusieurs discours, honorable Eliezer ne disait, il nous encourageait. Soyez calme, aujourd'hui quand même vous avez un journaliste qui est au Parlement. Croyez-moi, nous allons faire tout, comme nous sommes au nombre de 4, nous allons faire tous les efforts pour que... Il est à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il n'est plus là-bas. Mais je voudrais aussi répondre à une... ramasser les confrères. Lorsqu'il me parle des élections qui ont été organisées par l'ancien président Kasavubu. Je n'ai pas dit que c'est lui qui a organisé. Non, je n'ai pas dit aussi les que lui a été... Les élections qui ont fait à ce qu'il soit élu. Qu'il soit élu. Les élections locales. Oui, les élections locales. C'est pas pour la première fois. Comme ici, je précise que je parle, le chef de l'État a dit ceci dans son discours. Il n'a pas dit que ce n'est pas la première fois qu'on organise les élections locales, mais ça sera la première fois pour ce cycle électoral. C'est aussi un cycle complet. Le cycle complet. Parce que le premier cycle électoral a commencé en 2006. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais terminé ce cycle électoral. Jusqu'à aujourd'hui. On organise toujours les élections législatives, provinciales et présidentielles. On se limite par là. On n'a jamais terminé le cycle. Mais ça sera au moins pour la première fois. Et puis on a besoin de dire que si aujourd'hui, le président Tshisekedi... En tant que président, je ne dis pas que c'est lui qui organise les élections, parce qu'il y a un organe qui organise les élections qui est la CENI. Mais durant son mandat, s'il arrivait que les élections locales soient organisées, mais ça sera aussi un point positif qu'il faudra mettre à son actif. Ça va rentrer. Je ne trouve pas que c'est mauvais. Mais je voudrais aussi, avant de chuter, par rapport aux problèmes que nous avons dans le pays, mais cher ami, ne soyons pas des prophètes de malheur pour notre pays. Ne soyons pas des prophètes de malheur pour déjà se dire non, est-ce que réellement nous aurons les élections? Comment il peut rassurer qu'on aura les élections alors que ce n'est pas lui qui organise les élections? Bien sûr qu'il y a un organe qui organise les élections. Mais cet organe qui organise les élections, si vous l'avez suivi dans son discours, il a dit ces élections seront organisées à 100% par le gouvernement, les budgets du gouvernement congolais. Mais alors, le gouvernement congolais à 100% par le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais, au travers le Premier ministre, l'a bien si dit lorsqu'il présentait son projet de budget et qui est évalué à 15,8 milliards de dollars. Il a dit le gouvernement est prêt pour l'organisation des élections. Aujourd'hui, pourquoi j'ai dit nous ne pouvons pas nous mettre comme étant des prophètes de malheur? Nous avons vu la volonté du gouvernement. Nous avons vu la volonté aujourd'hui du président de la République au travers ses discours devant la nation. Merci. Tous ces aspects nous montrent que réellement il y aura organisation des élections. Et aujourd'hui même, ceux qui ne pensaient pas... François a posé la question, lequel des élections pouvons-nous avoir? Les élections chaotiques? C'est ce que j'ai dit, qu'on ne peut pas se mettre comme des prophètes de malheur. Si toutes les années passées, on a toujours eu des élections chaotiques. Moi, je pense que cette fois-ci, on aura au moins peut-être les élections qui seront bien organisées. Parce que depuis que le calendrier a été publié par le président de la CENI, depuis que, d'ailleurs, actuellement, il y a des formations pour les formateurs, ainsi que des opérateurs de saisie à la CENI, qui déjà commencent. Avant-hier, d'ailleurs, le président de la CENI avait convoqué les élus nationaux. Dans son bureau, ils ont discuté pour voir par rapport à la situation de la cartographie, parce qu'il y avait des petits soucis. Donc, selon moi, tous ces indicateurs démontrent bien peu. Si nous affichons, si nous voyons la volonté affichée par la CENI, la volonté affichée par le gouvernement, la volonté affichée aujourd'hui par le président de la République, et que si aussi nous, le peuple congolais, nous soutenons cette volonté, je crois bien qu'il y aura organisation d'une bonne élection ici dans notre pays. François Noël Lokola, vous avez suivi tout à l'heure les réactions de Ben Israël Tumba. Vous avez justement 30 secondes pour commenter et votre dernier mot. Bon, mais si vous me donnez 30 secondes... Allez-y. Déjà, vous consommez en train de vous plaindre. Vous consommez déjà 10 secondes. Je voudrais rappeler à mon ami ici que il y a ce qu'on appelle la communication présidentielle, il y a la communication gouvernementale et il y a la communication locale. Je vous ai dit d'une présence abondante
Du président. Du président de la Et il a République dit dans les que le médias. président s'est exprimé Non, il peut s'exprimer à tout moment que le privé. besoin se présente. Non, cher ami. Allez-y. Le président, quand il s'exprime, c'est pour non seulement parler à la nation, mais aussi un aspect plus important, c'est pour annoncer des décisions prises par le gouvernement par rapport à un aspect, ou bien par la République par rapport à un aspect. Et si à tout moment, après 2 mois, le président s'adresse à la nation, après 2 mois, le président s'adresse à la nation. Mais vous reprochez à Kabila de ne pas parler. Non. Au début, Kabila ne parle pas. Parler ne veut pas dire à tout moment. Regardez. Kabila lui-même a dit c'est ce que les gens oublient dans la communication. Allez-y. Nous parlons ici en tant que spécialistes en communication. Vous voyez, ça veut dire moi aujourd'hui, si on veut m'engager, je ne vais pas postuler là où on cherche un comptable. Je vais postuler là où on cherche un spécialiste en communication. Ouais. Allez-y rapidement, on n'a pas tout le temps. Il y a ce qu'on appelle les aspects de crise. Il y a la communication de crise. Il y a la communication ordinaire, comme aujourd'hui. Ouais. On ne peut pas condamner le président de la République de parler devant le Congrès. Parce que c'était un discours, c'était un aspect constitutionnel. Vous voyez, il y a le niveau de crise qui peut amener le président de la République à prendre la parole. Et sa prise de parole, les gens se posent des questions sur un aspect donné. Sur cette question, qu'est-ce que le président avait dit auparavant? Et là où on revient, là où on donne maintenant l'importance à ce qu'on appelle les silences du président. Parce que lui est en train de s'interroger sur ce qu'il a dit, sur cette question avant, et avant de prendre la parole, qu'est-ce qu'il doit dire maintenant pour permettre aux autres de parler de lui? Chutez, allez-y. Cher ami, l'aspect communicationnel est très important. Il faut prendre ça au sérieux. On fait signe, nous avons débordé. Il faut chuter. Oui, je chute en disant que l'exercice du président, l'exercice aujourd'hui du président, c'était un exercice ordinaire. Je salue quand même. J'ai toujours dit aux gens que Tshisekedi a l'art oratoire. C'était grand rhéteur. Vous voyez, il parle bien. Mais parle doit aussi être accompagné des actions. Merci. Merci. Oui, Francis, je sais que le temps n'est plus, mais je voudrais déjà dire à François que le président s'adresse à tout moment lorsque le besoin se présente. Moi, je ne sais pas ce que François reproche au président Tshisekedi dans sa communication. Je l'ai suivi depuis le début jusqu'à maintenant. Je n'ai rien vu là où il a reproché le président Tshisekedi d'avoir mal parlé ou soit. D'ailleurs, toutes ces sorties médiatiques récemment, le président est sorti pour la première fois. Il a appelé à la mobilisation générale. Est-ce que pour vous, cet appel était-il mauvais, selon vous, actuellement dans cet aspect que nous retrouvons maintenant, de l'agression rwandaise? Vous pensez que cet aspect le président devrait s'adresser le Congrès? Mais je vais les annoncer de parler un mois avant le Congrès. Non, mais justement, le président doit s'adresser à tout moment que le besoin se présente. Et le président s'est présenté pour la cause. Il s'est exprimé devant la population. Je ne vois rien que vous reprochez à cela. Merci à le président. Malheureusement, il n'y a rien. Derrière le président mal parlé. François Lokola. Merci également. Même si c'est abondant, merci à vous. Le rendez-vous se pose le mardi à 11h. Portez-vous bien et bonne soirée chez vous. Bon week-end. Merci.